maintenant utiliser le périphérique timer pour générer un signal PWM, Pulse Width Modulation. Ce signal est un signal carré à période fixe et nous allons contrôler le rapport cyclique qui est le rapport pendant lequel on reste à 1 sur la période. Vous voyez dans cet exemple qu'on a un rapport cyclique 50%, donc on reste autant en haut qu'en bas. Et dans l'exemple plus bas, on a un rapport cyclique à peu près de 75%. Nous allons appliquer ce signal pour le contrôle de la luminosité d'une LED. Du fait de la persistance rétinienne, si la période est suffisamment rapide, je ne vais pas voir un signal carré, mais je vais voir la valeur moyenne de ce signal. Ce signal PWM résulte de la comparaison entre une valeur courante de comptage et le contenu d'un registre. Si je modifie le contenu du registre qui représente le rapport cyclique, je modifie bien la forme de mon signal en sortie. Dans l'architecture de notre périphérique, le rapport cyclique est représenté par le registre capture compare register, comparé avec la valeur courante de comptage du compteur principal. Alors, il se trouve qu'un même périphérique peut générer 4 signaux PWM. Donc, il y a 4 channels. On retrouve les registres de configuration capture compare mode register. On retrouve également le registre capture compare enable register qui permet de piloter les portes 3 états pour autoriser les différentes channels. Dans notre application, nous allons piloter l'éclairage de la LED verte. Donc, la LED verte, elle est reliée sur la broche PC7. Comme il s'agit de piloter une broche à partir d'un périphérique, on est sur un mode Alternate Function. Donc, dans la configuration de nos broches, on n'est plus sur du output mode, mais sur un mode Alternate Function. Le multiplexeur qu'on a en amont du driver de sortie permet d'aiguiller la sortie d'un périphérique. Et le choix de ce périphérique se fait en lisant un tableau dans la documentation datasheet STM32F411. Donc là, on voit que pour la broche PC7, il y a plusieurs alternatives. Donc, par exemple, il y a le périphérique SPI. En ce qui concerne le timer 3, c'est le seul timer de toute façon disponible qui arrive sur PC7, il s'agit de l'alternate function numéro 2. Donc, ça permet d'indiquer la voie du multiplexeur pour faire le choix du périphérique. Et donc, ce numéro d'alternate function, on va l'indiquer dans la configuration de la broche. Nous allons faire un test sur la cible. J'ouvre STM32 Cube IDE. Bon, j'ai téléchargé au préalable le workspace de base. Et on va commencer par la configuration des broches. Donc, je rappelle que quand on démarre le programme, on arrive à la fonction main. Et depuis la fonction main, on va appeler la fonction mspinit qui se trouve dans le fichier allmsp.c qui est ici. Alors, il faut toujours faire attention qu'une même broche soit configurée de deux manières différentes. Il faut éviter les conflits. Pour éviter les conflits, on va commenter ce qui n'est pas utilisé. Pour l'instant, nous, on va utiliser simplement le périphérique timer 3. Je vais faire un copier-coller de la fonction timer3 mspinit. Cette fonction, il faut bien sûr que je l'appelle et donc si elle est explicitée plus bas dans le fichier, il faut aussi que je la déclare. Bon, donc là ça compile. J'ai bien le timer 3 clock enable, l'autorisation également des ports GPIO. Et donc là, en l'état, ma broche PC7 est bien configurée en alternate function
AF2. Alors, du côté du main, donc je vais aller chercher des fonctions qui se trouvent dans la bibliothèque alltimer.c. Donc, je vais faire un alltim pwm init. Donc, il faut que j'indique l'adresse d'une structure qui représente l'instance timer3. Chose à ne pas oublier, il faut bien relier htim3 au timer3. Et je vais ensuite indiquer les paramètres d'initialisation, qui sont passés à la fonction pwinit, qui permettent d'indiquer ce qu'on va mettre dans le préscalaire et dans le registre ARR. Et pour l'instant, je vais mettre des valeurs au hasard. On va déjà vérifier que je déclenche bien le comptage. Donc là déjà, je vais indiquer jusqu'à quelle valeur mon compteur doit s'incrémenter. Ensuite, je vais m'intéresser à la génération du signal PWM. Donc là, je vais appeler la fonction config channel. Et donc, on retrouve bien les registres CCR qui correspondent au duty, au rapport cyclique, et les registres capture compare mode register qui permettent d'indiquer les actions qui résultent des différentes comparaisons. Et on a également le registre capture compare enable register pour piloter les différentes sorties 3 états. Alors, ce que je vais mettre ici dans la fonction config channel, c'est le handler, donc ce qui représente le timer 3. Channel, on a dit que c'était channel 2. Duty cycle, bon, on va mettre 50% sans pourcentage pour le moment. Et output enable, on va le mettre à 1 pour autoriser la channel en question. Et pour que tout ça démarre correctement, il faut que je déclenche le comptage. Et là, je peux appeler la fonction base start, où on a la remise à zéro des compteurs et l'autorisation de comptage en écrivant 1 sur le bit de poids faible du registre de contrôle. Je passe au debug. Alors, si je lance mon programme en continu, j'observe que ma LED clignote. Et si je mets un point d'arrêt, la LED continue de clignoter puisque mon timer, lui, continue de s'incrémenter alors que mon processeur, lui, est arrêté sur le point d'arrêt. Et je peux observer que les contenus des registres ont effectivement changé et que mon count ici évolue entre la valeur 0 et 5000. Alors maintenant, on va essayer de proposer une valeur précise pour la période. Alors, je vais récupérer system core clock, qui correspond à la fréquence de l'horloge en entrée du périphérique, qui est logiquement de 84 MHz.
Et je vais dire, ben, j'aimerais bien que mon compteur principal s'incrémente toutes les 100 microsecondes. Donc ma période de remise à 0 de mon précompteur, ce serait 100 micros. Et j'ai une fréquence de 84 MHz en entrée. Donc finalement, il va falloir que je mette dans mon précompteur 84 MHz multiplié par 100 microsecondes, moins 1, puisque je démarre de 0. Donc je peux utiliser la valeur prescaler value, qui vaut 84 MHz. Alors si j'écris 84 MHz multiplié par 100 micros, et que je soustrais 1, c'est un petit peu dangereux de faire ça parce que prescaler value, c'est un uint. Donc multiplier un entier par 0, quelque chose en float, ça peut se résumer par multiplier par 0 tout court et valoir 0. Donc soit je fais un cast de prescale value, soit au lieu de multiplier par un float, je vais diviser par l'inverse de 100 microsecondes, moins 1. Donc on peut vérifier la valeur, ça devrait me faire du 8399 normalement. Voilà, donc la prescale value vaut bien 84 MHz. Et ce que je récupère dans le prescalaire, dans init, c'est bien 8399. Donc là, ça veut dire que j'incrémente mon compteur principal toutes les 100 microsecondes. Donc si je fais 10 fois une valeur, cette valeur sera en millisecondes. Donc 10 fois 1000, ça fait 1000 millisecondes, donc ça devrait faire une période d'1 seconde. On va le vérifier. Bon, alors là, j'observe que effectivement, bon, ça clignote à un rythme qui semble être autour de la seconde. Alors pour en être sûr, j'ai relié un analyseur logique sur la broche qui correspond à PC7. Donc j'ai la référence de tension de mon analyseur logique qui est sur la masse de la carte. C'est les broches qui sont là, on récupère des masses. Et quand on observe la doc de la carte embed pour commencer, donc PC7 arrive sur le port ici de type Arduino. Et si je prends la datasheet de la carte Nucléo, donc plutôt vers la fin, vous avez les schémas électriques. Et on retrouve que PC7, donc toutes les broches Arduino que vous avez là, on les retrouve sur ce qu'on appelle le connecteur Morpho. Donc tout ce qui est du côté gauche du connecteur Morpho correspond aux broches Arduino. Donc je peux très bien aussi bien me brancher ici que sur cette broche-là et j'observerai bien PC7. Donc je vais l'utiliser en analyseur logique. Je suis relié sur la broche 1. C'est un signal, il n'y a pas besoin de décodage particulier. Voilà, donc j'observe bien un signal carré. Et si je mesure la période, on retrouve bien delta x de 1 seconde. On peut vérifier que si je modifie, alors j'étais sur un rapport cyclique de 50, si maintenant je suis sur un rapport cyclique de 75,
Voilà, la forme de mon signal a bien changé. Je suis normalement avec la même fréquence de signal. C'est toujours 1 seconde. Si maintenant je diminue la valeur de fin de comptage, je devrais avoir un signal plus rapide. Dix fois plus rapide. Voilà, donc là, je suis bien à 100 millisecondes de période. Donc ça clignote, alors je vois encore le clignotement. Et si je suis encore 10 fois plus rapide, bon là je vais commencer à voir quelque chose de plus continu du fait de la persistance rétinienne. Voilà, là j'ai l'impression d'avoir un signal continu, même si en vrai c'est quelque chose, c'est encore un signal carré que je peux voir, que je peux observer à l'analyseur logique. Je peux maintenant modifier le rapport cyclique avec la fonction channel set. Bon, là, je vais le faire en pas à pas. Donc après, on pourrait envisager un programme qui récupère l'état d'un bouton pour modifier en conséquence le rapport cyclique. Donc là, ça parle toujours de timer 3, de channel 2. Et je vais passer d'un rapport cyclique, on va voir, de 0 à 100. Donc je vais avoir 0, 25, 50, 75, 100 pour voir. Donc là, rapport cyclique de 0. Donc pour rappel, quand on a 0, on allume la LED. Donc là, j'ai une valeur moyenne de toute façon qui vaut 0. Donc là, j'ai la plus forte luminosité. Donc 25% ça diminue, 50% ça diminue, 75% ça diminue, et 100, LED éteinte.